La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous présente un des derniers nés parmi les albums de l'Institut européen des musiques juives. Il s'agit de l'album intitulé Jacques Offenbach et ses proches, avec comme sous-titre De la synagogue à l'opéra. Je trouve que cet album est un petit bijou et que le livret est très bien fait. C'est un des rares CD où l'on peut entendre de la musique juive classique française. Je dis française avec un petit sourire parce que sur les 6 compositeurs représentés sur cet album, 3 sont nés en Allemagne et sur les 3 autres, 2 sont bien nés à Paris, mais le 3e est né en Alsace, juste à la frontière allemande. Bref, 100 mètres plus loin, il était allemand. Sur l'album, on trouve des œuvres de Jacques Offenbach, bien sûr, mais en fait pas tant que ça, juste 2 sur les 19 plages musicales enregistrées. Par contre, il y a 7 morceaux de Isaac Offenbach, le papa de Jacques, 4 plages de Fromental à Lévis, celui qui a écrit l'opéra La Juive et qui a été le professeur de Jacques Offenbach, 4 pièces de Émile Jonas, qui était un protégé de Jacques Offenbach, et 2 autres morceaux, un de Jules Erlanger et l'autre de Giacomo Meyerbeer. Je vous propose de prendre ces 6 musiciens, un par un, de découvrir un peu leur vie et d'écouter une de leurs œuvres. S'il nous reste du temps après cela, on reviendra sur l'un ou l'autre et sur les concepteurs de l'album ainsi que leurs interprètes. Pour ouvrir musicalement cette émission, on va entendre une œuvre de Isaac Offenbach. Ce n'est pas une œuvre caractéristique de son écriture, mais on y reconnaît bien des éléments de musique populaire juive ashkénaze. C'est une chanson à boire de Purim. Le texte, qui est un peu humoristique, a été écrit en Espagne au XIe siècle par le grand poète juif Salomon ibn Gabirol. On écoute Kirlot Yeni de Isaac Offenbach.
C'était Kirlot Yeheni de Jacques Offenbach. Alors à tout seigneur, tout honneur, on commence avec le doyen des 6 musiciens de cet album, qui est justement Isaac Offenbach. Il est né le 26 octobre 1779 à Offenbach, sur le Main, sous le nom de Isaac Eberstadt. Il a perdu ses parents assez jeune et on suppose qu'entre 15 et 20 ans, Isaac a acquis les connaissances musicales et les compétences pour devenir chantre, autrement dit cantor ou chazan. En 1799, il reçoit l'autorisation pour jouer de la musique dans les synagogues et c'est l'année où il écrit les premières œuvres liturgiques qui nous soient parvenues. En 1802, il arrive à Deutz, petite ville en face de Cologne. Il gagne sa vie en servant dans les offices religieux, mais aussi comme violoniste dans les salons de danse et les tavernes. On l'appelle Der Offenbacher. Alors, en 1808, il change son nom pour devenir Isaac Offenbach. Puis lui et son épouse déménagent à Cologne, où il enseigne le violon, la flûte, la guitare et le chant, tout en continuant à composer, et pas seulement des œuvres liturgiques. Vers 1820, Isaac commence à chanter avec sa belle voix de ténor qui lui vaut le poste de chantre de la synagogue de Cologne, poste qu'il gardera jusqu'à sa mort en 1850. Pendant ses 30 ans, il écrit des compositions liturgiques et la plupart des œuvres composées à ce moment-là ont été conservées et se trouvent soit à New York, soit à Jérusalem. En 1833, Isaac vient à Paris avec ses 2 fils, Jacques et Jules. Jacques est admis dans la classe de violoncelle du conservatoire et Jules prend des cours avec Paganini. Isaac est préoccupé par la disparition de l'hébreu et le déclin des connaissances juives parmi les jeunes de sa congrégation. En 1838-39, il écrit 3 livres, dont le livre de prière générale pour la jeunesse israélite, qui est un sidour avec des traductions poétiques des prières en allemand. Il publie aussi des albums de chansons allemandes et continue d'écrire des compositions liturgiques et des chansons de Purim, qui est une fête qui semble l'inspirer beaucoup. Fait intéressant, même si à nos oreilles sa musique ressemble pas mal à celle des Landowski et autres musiciens qui ont écrit beaucoup pour le mouvement juif réformé, lui, Isaac, était plutôt assez critique de ce mouvement. Je vous propose d'écouter la version d'Isaac Offenbach du psaume 113, Hallelu Avdei Adonai, pour chœur mixte, baryton solo et orgue.
le psaume 113, Alléluia, de Isaac Offenbach. On va laisser Isaac Offenbach pour le moment, et chronologiquement parlant, le compositeur suivant est Giacomo Meyerbeer, de son vrai nom, Jacob Liebmann Meyerbeer, né en 1791 à Tassdorf, près de Berlin, et décédé à Paris en 1864. À cette époque, les Juifs ne pouvaient pas avoir la citoyenneté prussienne et ne pouvaient exercer qu'un petit nombre de métiers. Aussi, pour faire carrière dans la musique, c'était presque impossible sans se convertir. Jacob étudie avec des professeurs privés, dont certains très connus. Il est un peu un enfant prodige puisqu'à l'âge de 10 ans, il est déjà considéré comme un brillant pianiste. Et en 1803, à l'âge de 12 ans, il compose sa première sonate pour piano. Il est très attiré par l'opéra et à 19 ans, il compose sa première œuvre scénique, un ballet pantomime qui sera joué au Théâtre Royal de Berlin. En 1816, il va en Italie où il assiste à une représentation de l'opéra Tancredi de Rossini. C'est une révélation pour lui et dans les 8 années qui suivent, il compose des opéras qui le rendent célèbre non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe, qui le voit comme l'égal de Rossini. En marque de reconnaissance vers l'Italie qu'il a si bien accueillie, il italianise son nom, transformant Jacob en Giacomo, et ne gardant que Meyerbeer, qu'il réunira en un seul mot. À partir de 1825, il est à Paris, et soutenu par Cherubini, il débute une collaboration fructueuse avec le librettiste Eugène Scribe. Leur première œuvre commune est Robert le Diable, créé en 1831 et qui fait un triomphe. En 1832, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. En 1834, avec l'accession au pouvoir de Frédéric Guillaume IV, la vie des Juifs de Prusse devient plus facile et en 1842, Meyerbeer est nommé directeur général de la musique de l'Opéra royal de Prusse et superviseur de la musique de la cour royale. Le directeur de la musique sacrée est un autre compositeur d'origine juive aussi d'ailleurs, mais converti, Félix Mendelssohn. Giacomo Meyerbeer n'a jamais renié son appartenance au judaïsme, mais sa production musicale juive est assez minime. On ne connaît de lui que 2 partitions. Une œuvre de jeunesse, un Alléluia écrit pour la communauté réformée de Berlin, et l'œuvre que nous allons entendre maintenant, mais un peu différemment de comment Meyerbeer l'avait conçue. En fait, en 1839, Meyerbeer écrit la pièce Prière d'enfant pour 3 voix de femmes a cappella. L'œuvre sera ensuite traduite et publiée en allemand en 1841. Le musicien français Samuel Nombourg, qui est aussi l'un des principaux réformateurs du culte israélite français au XIXe siècle, publie un recueil de chants hébraïques et demande à Meyerbeer s'il peut y insérer sa composition. Meyerbeer accepte et Nombourg en fait un arrangement pour chœur d'hommes et enfants sur le texte de la prière Uvnucho Yomar, et c'est ça qu'on va entendre.
c'était Uvnucho Yomar de Giacomo Meyerbeer dans un arrangement de Samuel Nombourg. Je note au passage que Meyerbeer avait écrit cette pièce pour voix de femme et que Nombourg a vite changé tout ça. Le compositeur suivant, toujours par ordre de naissance, c'est mon préféré, Fromental Alevi. Il est né en 1799 à Paris, d'un père originaire de Fürth, une ville près de Nuremberg où il était chantre, et d'une mère d'origine lorraine. Suite au décret de 1808, enjoignant aux Juifs de se faire enregistrer par l'état civil, le père, dont le nom était Élie Lévi, transforme son patronyme en Halevi, peut-être en référence au philosophe et musicien Judas Halevi. Donc le jeune Fromental Lévi devient Halevi à l'âge de 9 ans et se révèle très tôt doué pour la musique. À 10 ans, il entre au Conservatoire de Paris dans la classe de Cherubini et à 20 ans, il obtient le Grand Prix de Rome. Il se rend à Vienne où il fréquente Beethoven, mais sa véritable admiration va plutôt à Mozart. La célébrité lui vient en 1835 avec son opéra La Juive, qui aura un succès fulgurant, traduit en plusieurs langues, donné à de nombreuses reprises, puis tombé dans l'oubli. En 1840, Fromental Alevi est nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris. Parmi ses élèves, il y a Gounod, Saint-Saëns et Bizet. Il est très intégré dans la vie politique et culturelle française et surtout parisienne, mais collabore aussi activement aux activités de la communauté juive, mais pas les plus orthodoxes. Il compose quelques musiques vocales pour la synagogue, dont une splendide qui figure sur cet enregistrement et qu'on entendra peut-être plus tard. Mais surtout, il compose un Mima Hakim, soit le psaume 130, mieux connu par les chrétiens sous le nom de De Profundis. Cette prière de supplication a inspiré de nombreux compositeurs, juifs ou non juifs. Celui de Fromental est tombé dans l'oubli, pourtant c'est une pièce qui a été commandée par le consistoire israélite à Fromental Alevi pour la commémoration de la mort du duc de Berry. C'est une pièce importante, écrite à l'origine pour chœur d'hommes à 3 voix, accompagnée d'un imposant orchestre. L'œuvre débute par une marche funèbre instrumentale qui figure sur notre album dans une version flûte et piano, puis le chœur d'hommes entonne les 3 premiers versets accompagnés par l'orchestre, ici juste la flûte et le piano, et c'est ce que nous allons entendre. Puis les 5 versets suivants sont chantés par une basse solo qui est rejointe par la reprise du chœur numéro 1 pour clôturer l'œuvre. Nous écoutons donc le chœur d'hommes interprétant les 3 premiers versets du psaume 130, Mima Hakim, qui dit « Des profondeurs de l'abîme, je t'ai appelé, Seigneur ».
C'était le chœur du psaume 130 Mima Hakim de Fromental à Lévis, qui meurt à Paris en 1862 à l'âge de 63 ans. Je trouve ce chœur magnifique. Et nous arrivons enfin à Jacques Offenbach, le plus célèbre des six, né en 1819 à Cologne et mort en 1880 à Paris. C'est le fils d'Isaac dont on a parlé en ouverture d'émission, donc on sait que la musique était omniprésente autour de lui dès avant sa naissance. Il commence le violon à 6 ans, puis la composition et le violoncelle à 9 ans, et entre au Conservatoire de Paris en violoncelle à 14 ans, en même temps que son frère Jules, qui joue du violon. Pour gagner leur vie, ils postulent à la synagogue Notre-Dame de Nazareth, où ils sont engagés en 1833 en tant que chargés de la formation et de la direction du chœur. On se rappelle qu'il a 14 ans quand même. Mais ils se font renvoyer au bout de 6 mois quand le rabbin apprend qu'ils osaient jouer dans un orchestre le vendredi soir. Comme il doit gagner sa vie, Jacques quitte le conservatoire au bout d'1 an et en 1835, il a 16 ans et intègre l'orchestre de l'Opéra Comique. Il n'y est pas plus sérieux qu'il l'avait été au conservatoire et se voit privé régulièrement de sa paye pour avoir fait des farces pendant les représentations. À une occasion, lui et le violoncelliste principal ont joué des notes alternées de la partition imprimée. Une autre fois, ils sabotent certains pupitres de leurs collègues pour les faire s'effondrer à mi-représentation. Bref, un affreux jojo. Mais il se fait remarquer par Halévy, dont nous venons de parler, qui lui donne des leçons de composition et d'orchestration. Dès 1839, à l'âge de 20 ans donc, il écrit des musiques de scène pour l'opéra comique et donne des concerts au violoncelle. Il arrondit ses fins de mois en jouant dans les salons et c'est dans l'un d'entre eux qu'il rencontre sa future épouse, Émilie d'Alquin. Mais il n'a pas assez d'argent pour envisager un mariage. Alors il part faire une tournée en Angleterre et il est immédiatement engagé pour se produire avec des musiciens parmi les plus célèbres, comme par exemple Mendelssohn. La presse britannique relate un concert prestigieux. Herr Jacques Offenbach, l'étonnant violoncelliste, s'est produit jeudi soir à Windsor, devant l'empereur de Russie, le roi de Saxe, la reine Victoria et le prince Albert, avec un franc succès. L'utilisation de Herr plutôt que Monsieur reflète le fait qu'Offenbach reste un citoyen prussien. L'ambiguïté de sa nationalité lui causera plus tard des difficultés dans la vie. Mais n'anticipons pas, on verra ça plus tard, après l'écoute du morceau que je veux vous faire entendre maintenant. C'est une composition qui date de 1841, pour chœur, pour la prière Hachamnou qu'on chante à Yom Kippour. Mir
C'était Acharnement de Jacques Offenbach. À partir de là, les choses s'enchaînent bien pour lui. Sa réputation croissante lui ouvre les portes de la Comédie Française, dont il devient le directeur musical en 1847. Ses sources d'inspiration sont Mozart et Rossini, et on peut dire que c'est le créateur de l'opéra bouffe français. Mais malgré le succès que rencontrent ces petites compositions, l'opéra comique ne commande rien à Jacques Offenbach. En 1855, il ouvre donc son propre théâtre, la Salle des Bouffes parisiens, et c'est là qu'il crée son premier opéra bouffe, Orphée aux Enfers, avec des décors de Gustave Doré s'il vous plaît. Il obtient un grand succès qui ne se dément pas avec les opéras suivants. Il monte aussi des pièces d'autres compositeurs. Quand Offenbach demande à Rossini la permission de monter sa comédie Il signor Bruschino, je crois, Rossini lui répond qu'il est heureux de pouvoir faire n'importe quoi pour le Mozart des Champs-Élysées. Bien que les bouffes parisiens fassent régulièrement salle comble, le théâtre est constamment au bord de la faillite, principalement à cause de l'extravagance incorrigible d'Offenbach en tant que manager, qui dépense l'argent sans compter, en costumes ou en renouvelant les velours de la salle. En outre, Offenbach est personnellement généreux et hospitalier. Il devient une des figures emblématiques de cette époque, qu'on a nommée Fête impériale. Les années 1860 sont la décennie la plus réussie d'Offenbach. Au début de 1860, il reçoit la nationalité française par ordre personnel de Napoléon III, et l'année suivante, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il démissionne de son poste de directeur des bouffes parisiens et se consacre à l'écriture ou parfois des concerts. C'est là qu'il écrit ses opérettes parmi les plus connues, La Belle Hélène, 1864, La Vie parisienne, 1866, La Grande Duchesse de Gerolstein, 1867, et La Péricole, 1868. Mais la guerre de 1870 avec la Prusse va compromettre tout cela. Comme c'est un peu grâce à Napoléon III qu'il est devenu si célèbre, Offenbach est associé à l'Ancien Régime. On le surnomme l'oiseau moqueur du Second Empire. Lorsque l'Empire s'effondre à la suite de la victoire de la Prusse à Sedan en 1870, la musique d'Offenbach est en disgrâce, mais lui est en Angleterre qui est séduite par sa musique. Quand la situation se normalise fin 71, il revient et continue à écrire et reprend la direction du théâtre, mais il n'est vraiment pas un bon gestionnaire, il est criblé de dettes. Alors en 1876, il fait une tournée aux États-Unis où il aura du succès et gagnera de quoi éponger ses dettes. Ses opérettes tardives, parmi lesquelles Madame Favart et La fille du tambour-major, ont du succès. Mais il travaille sur un projet qui lui tient particulièrement à cœur, la création d'un opéra sérieux, Les Contes d'Hoffmann. Mais il décède en 1880 avant d'avoir terminé. Il laisse une partition vocale pratiquement complète et a commencé l'orchestration. Son fils, Auguste Offenbach, âgé de 18 ans, et Ernest Guiraud, ami de la famille et compositeur, complètent la partition. Et c'est encore l'un des opéras les plus joués au monde. Il y en aurait beaucoup plus à dire sur ce musicien prolixe qui devait être un mélange de dandy brillant, intelligent, drôle et sans doute assez insupportable, mais passionnant. Travailler sur lui m'a donné envie de lire sa biographie. Bien qu'élevé dans la religion juive, on trouve très peu de références au judaïsme dans son œuvre et fort peu de compositions à teneur juive. Le style d'écriture des deux pièces qui figurent dans cet album est beaucoup plus grave que celui qu'il manie avec brio dans ses autres œuvres. Évidemment, c'est un peu à cause du sujet, puisque ce sont deux pièces destinées à l'office de Yom Kippour, et nous allons d'ailleurs écouter la deuxième pièce, Tavo Lefanecha.
C'était Avolefonera de Jacques Offenbach. Je ne veux pas le laisser sans citer une phrase du journaliste et critique d'art Albert Wolff, écrite en 1876 pour préfacer un petit livre écrit par Offenbach à son retour des États-Unis. Il y a de tout dans son inépuisable répertoire. L'entrain qui soulève une salle, les gros éclats de rire qui plaisent aux uns, l'esprit parisien qui charme les autres, et la note tendre qui plaît à tous, parce qu'elle vient du cœur et va droit à l'âme. Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. Passons maintenant à Émile Jonas, le plus français de nos 6 musiciens. Il est né à Paris en 1827, dans une famille juive, et à 14 ans, il entre au conservatoire pour étudier le piano, l'harmonie et la composition. En 1947, il obtient le premier prix d'harmonie du conservatoire et est nommé professeur de solfège adjoint. 2 ans plus tard, il remporte le 2e prix de Rome et en 1851, sur les conseils de Halévy, il entre comme organiste à la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth. Lui et Offenbach se connaissaient très bien et Offenbach l'appréciait beaucoup. C'est au théâtre des Bouffes parisiens qu'Émile Jonas présente son premier opéra, Le Duel de Benjamin, qui sera très bien reçu par la critique. Dans les années suivantes, Offenbach lui présente les meilleurs librettistes de son temps et produit 6 autres de ses œuvres, les opéras bouffes dont en 1857 Le Roi Bois et Les Petits Prodiges, pour lequel Offenbach contribue pour au moins 2 numéros. Émile Jonas est un fou de travail, il n'arrête jamais. En plus d'écrire des opéras bouffes, il enseigne l'harmonie et la composition au conservatoire militaire et devient un peu plus tard le directeur de la garde impériale, pour laquelle il compose beaucoup. Il a une petite prédilection pour les instruments inventés par Adolphe Sax, dont le saxophone. En plus, il siège dans de multiples comités d'organisation, est membre de divers jurys, crée les statuts pour divers événements. Il faut dire qu'on est en 1867, l'année de l'exposition universelle à Paris. Cette même année, il devient chevalier et officier de la Légion d'honneur. Et comme si ça ne suffisait pas, il compose et recueille de la musique juive. Simultanément, il compile dans diverses publications les mélodies utilisées dans les autres temples du consistoire de Paris. En 1874, lors de l'inauguration de la Grande Synagogue de Paris, on exécute une œuvre spécialement composée par Jonas pour l'occasion. Il a laissé un héritage conséquent d'œuvres liturgiques juives à côté de sa riche production profane. Il meurt le 21 mai 1905 à Saint-Germain-en-Laye et repose au cimetière du Montparnasse. Sa musique est un peu tombée dans l'oubli et je trouve que c'est un peu injuste. Écoutons un extrait de sa cantate de mariage pour ténor et baryton solo et chœur de soprano accompagné à l'orgue.
C'était un extrait de la cantate de mariage de Émile Jonas et c'est la première fois qu'elle est enregistrée. Passons maintenant au petit dernier, Jules Erlanger, né en 1830 à Wissembourg, qui est à la pointe nord-est de la France. Son père était rabbin et il est aussi entré à 14 ans au Conservatoire de Paris dans la classe de Fromental à Lévis. Il écrit plusieurs œuvres pour le théâtre des Bouffes parisiens. De Jacques Offenbach. Mais c'est aussi un homme de son siècle, cofondateur de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et très impliqué dans la vie juive, notamment la fondation d'un organisme qui a eu une influence majeure dans la vie des Juifs méditerranéens, l'Alliance israélite universelle, qui a vu le jour en 1860. Il avait alors 30 ans. Bravo, monsieur Jules Erlanger. Il sera d'ailleurs le président du comité belge de l'Alliance jusqu'à sa mort. Il compose aussi des pièces liturgiques mais se lance dans les affaires et abandonne sa carrière musicale. Il écrit quand même un petit peu de musique sacrée et publie même un recueil de pièces chantées dans les synagogues. Il meurt en 1895 et en 1903, 4 recueils d'Erlanger sont publiés à Bruxelles. 3 de musique profane et 1 de musique sacrée, intitulé Compositions religieuses pour le culte israélite. Ce que nous allons entendre maintenant est un extrait de ce dernier recueil. Il s'agit de la Kedusha de Moussaf pour chœur à 4 voix et baryton soliste. C'était un extrait de la Kedusha de Moussaf de Jules Erlanger. J'ai trouvé cet album remarquable parce qu'il nous fait connaître des compositeurs peu ou pas connus et nous montre les liens entre eux. Mon petit regret est qu'il n'y ait pas plus de pièces juives de Jacques Offenbach, peut-être un extrait de Rebecca qui est une œuvre inédite, une suite de valses sur des motifs musicaux du XVe siècle. Ceci dit,
Cet album est très réussi, le livret est très bien fait et je m'en suis très largement inspirée pour cette émission. Merci donc à Hervé Roten pour son bon travail et sa belle idée. Merci aussi aux interprètes, l'ensemble La Truite Lyrique, qui est un ensemble à géométrie variable de chanteurs lyriques évoluant autour du chanteur et directeur de chœur Hector Sabot. Ce sont les solistes que vous avez entendus. Ils étaient soutenus par les Polyphonies hébraïques de Strasbourg, un ensemble vocal d'une quarantaine de choristes qui se produit régulièrement en France et en Europe. Je vous ai dit que la musique de Fromental à Lévis m'a particulièrement touchée et je voudrais terminer notre découverte de cet album avec le psaume 118, Min Hametzar. Ce chœur à 7 voix a été composé par Halévi pour le mariage de son neveu en 1858. On y trouve à la fois les sonorités habituelles de la musique synagogale du XIXe siècle, avec peut-être un peu plus de légèreté, mais aussi des dissonances inattendues, et cet ancrage profond dans les mélodies cantoriales juives. Malheureusement, je dois interrompre ici le Min Hametzar de Fromental à Lévis. Je vous rappelle les références de cet album et comment vous le procurer. Jacques Offenbach et ses proches, avec pour sous-titre De la synagogue à l'opéra, publié par l'Institut européen des musiques juives en 2019. Pour le trouver, allez sur leur site www.iemj.org. Vous le trouverez aussi chez les bons disquaires en ligne. Et je vous dis à la semaine prochaine. La culture juive enchantée avec Hélène Engel.